Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il s'agira d'un avis lecture dans lequel, une fois de plus, je vais vous présenter des lectures diverses et variées. Je pense que je vais commencer, comme je l'ai fait la dernière fois, par ce qui est plus jeunesse et young adulte, et je terminerai par la suite en remontant progressivement donc jusqu'à la littérature contemporaine, puisqu'il y a un classique et ensuite un classique horrifique aussi, on va dire, et ensuite un ouvrage qui n'a un petit peu rien à voir et dont je pense, avoir beaucoup de mal à vous parler, ce qui devient, je serais tentée de dire, une habitude sur cette chaîne. Voilà. Donc je vais tout d'abord commencer avec un petit guide donc, qui s'appelle Sur les traces d'Ewilan, qui est publié chez les éditions Rajo, qui est un guide dirigé par Tom Levesque, qui était notamment l'un des auteurs de, je me souviens plus, un ouvrage que je vous mettrai là, qui était un guide de la littérature young adulte, jeunesse et young adulte, de son évolution, de la façon dont elle était commercialisée, qui mettait en avant un certain nombre de titres. Et donc là, on va se focaliser sur Ewilan, qui est donc l'héroïne de Pierre Bottero. Une héroïne qui m'a accompagnée durant plusieurs années, que j'apprécie beaucoup et qui est toujours autant d'actualité. Je pense qu'Ewilan est toujours lu aujourd'hui, ou tout du moins fait partie de la littérature classique en jeunesse. C'est un univers que j'aime beaucoup. Pierre Bottero, c'est un auteur qui a proposé tout de même des titres qui sont très intéressants, qui sont très denses, qui a mis en scène des héroïnes qui avaient cette particularité d'être tout à la fois extrêmement fortes, mais aussi particulièrement humaines, chose qu'on a un petit peu perdue par la suite en young adulte et parfois même en jeunesse, et qui est déplorable à mon avis. Bon, je ne voudrais pas partir dans ces récits un petit peu, dans ces paroles un petit peu convenues du c'était mieux avant, mais effectivement, voilà, on était dans de la littérature jeunesse extrêmement qualitative, qui mettait en place des mythologies très denses et qui permettait à un lectorat jeune de se familiariser avec des univers, je dirais, suffisamment touffus, suffisamment recherchés pour qu'il y ait matière à créer encore des histoires et des histoires dans ces mêmes univers. Voilà. Donc ici, on va traiter de beaucoup de choses. On va traiter de la charte graphique, des couvertures. On va parler, il va y avoir beaucoup de témoignages aussi de personnes qui ont fait la lecture d'Ewilan. On va avoir toute une question, la question par exemple du fait que effectivement c'était assez avant-gardiste de mettre en scène un personnage comme celui de Salim dans La quête d'Ewilan. Puisqu'en jeunesse, il n'y avait pas du tout de représentation à cette époque. On va aussi beaucoup parler des univers un petit peu particuliers, du destin de l'héroïne, de cette espèce de statut d'élu qui est devenu maintenant assez consensuel, je dirais, dans la littérature jeunesse et young adulte. Bref, tout un tas de choses comme ça qui sont très intéressantes et qui sont, je dirais, mises en lumière à l'aune de tout ce qu'on sait aujourd'hui, de la littérature young adulte aujourd'hui, mais qui marquent un petit peu, qui montrent un petit peu à quel point la quête d'Ewilan a marqué un cap, un changement dans la littérature jeunesse, et qui peut-être même préfigure ce sens-là, la littérature jeunesse serait peut-être complètement différente aujourd'hui. Alors c'est un livre qui est sorti à l'occasion des 20 ans de la sortie de La quête d'Ewilan, donc il y a aussi une question un petit peu, je dirais, de fanservice derrière cet ouvrage, clairement, mais c'est aussi, je trouve que c'est intéressant, c'est plutôt bien fait. C'est pas un ouvrage de recherche au sens strict du terme, mais vous avez quand même pas mal de choses qui sont intéressantes, voilà, surtout si vous avez aimé cet univers-là, si vous voulez en savoir un peu plus. Ouais, ça peut être sympathique à consulter. Ensuite, je vais passer sur vraiment, c'est un ouvrage que je vous présente parce que je vous présente tout ce que je lis, mais voilà. Donc À miroir d'Olivia Atwater, chronique de la cour des failles. C'était pas terrible, hein. Pour tout vous dire, j'ai lu 70% de l'ouvrage. Vraiment, 70%. Je vous assure que je me questionnais moi-même sur ce choix de... Je suis désolée, j'ai Indy qui boit dans mon verre d'eau. Je me questionnais moi-même sur ma capacité à faire preuve de discernement à ce moment-là, puisque j'avais très envie de lire, c'était les vacances de décembre. J'avais eu peu le temps de lire depuis la rentrée scolaire et je m'infligeais la lecture de ce titre-là, que je trouve, alors qui est intéressant sur bien des aspects, notamment le vocabulaire qui est choisi. C'est un ouvrage qui est publié en young adulte, qui à mon avis devrait peut-être, non, trouve bien sa place en young adulte en fait. Adolescent, young adulte. Donc ce qui est intéressant, c'est tout le vocabulaire qu'on va avoir autour de la question, enfin des cours un petit peu
de l'aristocratie, de la royauté, donc tout ça c'est intéressant. Mais alors après, franchement, je suis désolée, mais pour moi c'est une série Netflix en moins bien. Il n'y a pas... vous avez tout, tout ce qui se fait et ce qui se vend actuellement en young adult. Donc vous avez des failles, vous avez une malédiction, vous avez une romance, évidemment, pas qu'une d'ailleurs. Vous avez un protagoniste féminin qui est très marginal, qui est... voilà, qui est pas très intéressant d'un point de vue de sa psychologie par contre. Et vous avez donc un homme qui peut briser cette malédiction. Voilà, donc franchement, c'est laborieux. Même en parler, c'est laborieux. Et je n'ai pas envie d'épuiser ma salive à parler de ce titre-là. Je dirais même pas que c'est particulièrement mauvais. Je dirais que c'est médiocre. Voilà. C'est pas nul. Parce que je pense qu'à la lecture, si vous aimez ce type d'ouvrage, vous allez être divertis. Pour moi, c'est voilà, un mélange entre... Alors, vraiment, je pèse mes mots, hein, mais je pense qu'il y a une volonté de reproduire un petit peu l'univers de Jane Austen. Donc, toutes ces sociétés un petit peu... voilà, enfin, ces questions un petit peu de cours qui sont faites aux femmes, mais c'est fait du... Enfin, pouf, bref. Donc il y a ça. En même temps, il y a Bridgerton. Il y a un côté un petit peu... je sais pas moi après à quoi je pourrais comparer ça, mais en fait en raté, parce que la psychologie des personnages n'est vraiment pas suffisamment dense. Et comme il y a des failles, je vais vous dire, je sais pas, Le Prince Cruel ou à Cotard. Je sais même pas si c'est judicieux de faire une telle comparaison. Je pense qu'il y a la volonté qui est tout ça dans ce livre, mais voilà, c'est affligeant. Il se passe rien. Il y a 100 pages qui vont se passer durant une espèce de bal où la protagoniste principale va tacher sa robe. Déjà, on passe 20 pages à nettoyer une robe. C'est pas intéressant, c'est pas intéressant. Et je veux dire, quand bien même, je pense qu'il y a le public, hein, parce que surfer sur la vague de l'explosion de Bridgerton, c'est intelligent, voilà, pour vendre un bouquin, pourquoi pas. Je vais pas épiloguer, en plus j'ai l'impression que je vais finir par devenir méchante et je veux pas que les gens se sentent blessés par mon opinion sur ce titre. Mais voilà, enfin pour moi c'est insignifiant. Un autre ouvrage young adulte, Les Sœurs Hollow. Alors celui-là j'en ai fait la lecture parce que il était disponible en audio sur Nextory et je cherchais un livre à écouter pendant que je faisais mon ménage. Je ne voulais pas lire, je ne veux pas écouter le 3e tome du Sorceleur parce que c'est le dernier qui me reste à écouter. Ça me rend très triste et donc je cherche des ouvrages que j'ai dans ma palle et que je peux écouter pendant que je fais mon ménage. Donc voilà, je suis tombée sur celui-ci que j'avais dans ma palle et qui était disponible sur Nextory. Alors Les Sœurs Hollow, j'ai bien aimé. Je vais pas dire que c'est exceptionnel, parce que ça ne l'est pas, mais c'était quand même sympathique ce petit univers-là. On a 3 sœurs qui disparaissent, c'est très mystérieux. C'est un récit fantastique qui est bien mené en fait, je dirais, puisque le lecteur est tenu en haleine et qu'on veut véritablement savoir ce qui est arrivé à ces 3 sœurs. Donc 3 sœurs disparaissent lorsqu'elles sont enfants et elles réapparaissent, je crois que c'est 2 mois après, 1 mois après. Et lorsqu'elles réapparaissent, elles sont complètement différentes. Donc leurs parents vont les récupérer. Malheureusement, leur père va suspecter un petit peu leur fille de ne pas être vraiment leur fille et il va mourir. Nous, on est des années après, donc la protagoniste que nous suivons, donc le personnage principal qui est Iris, elle a 17 ans, c'est la plus jeune des sœurs Hollow. Elle va au lycée, elle a un certain nombre de problèmes parce qu'elle a notamment beaucoup de mal à s'affirmer et qu'elle se considère assez mal, je dirais. Et en parallèle de ça, on a donc ces 2 sœurs qui réussissent plutôt pas mal dans leurs domaines respectifs. La sœur aînée, elle est dans la mode, c'est vraiment une pointure dans la mode, elle a vraiment une marque bien à elle qui fonctionne extrêmement bien. Et son autre sœur fait de la musique et est beaucoup plus dans les univers underground, je dirais. Elle va beaucoup faire, donc elle va faire de la musique, mais il me semble que c'est du punk. Elle va être tatouée, percée, bref, elle va avoir tous les clichés un petit peu de ce qui représente un personnage marginal dans un ouvrage. Mais je sais pas, je trouve que ce trio fonctionne bien. Des sœurs, elles sont toutes différentes. Les 3 sont intéressantes. On a vraiment envie de savoir ce qui leur arrive. Et donc, Iris est la dernière à vivre avec sa mère. Les autres sœurs sont parties et sont fâchées avec la maman. Et on va essayer de comprendre ce qui est arrivé à ces sœurs des années auparavant et comment elles ont pu revenir. Qu'est-ce qui s'est passé durant ce laps de temps-là, puisqu'elles se retrouvent dans le présent poursuivies par une espèce d'entité étrange. Voilà. Alors, il y a vraiment quelque chose de dérangeant parce qu'il y a une forme de body horror dans cet ouvrage. Je vais pas vous en dire beaucoup plus parce que je n'ai pas envie de vous spoiler, mais il y a un rapport aux fleurs, à la pourriture, au marécage. Oui, il y a quelque chose de marécageux en fait. C'est vraiment spongieux ce livre en fait. Voilà. L'ambiance, elle est spongieuse, elle est collante. Plus on avance au fil des pages,
plus on sent qu'on est imprégné par ces lieux qui sont très sombres, très noirs, qui sont porteurs de symboles qui sont très dérangeants, en même temps qu'on a beaucoup d'aspects qui s'apparentent aux contes de fées. C'est assez particulier, c'est très riche comme mythologie. C'était intéressant, c'était pas mal écrit, divertissant. Vraiment, moi j'ai passé un moment qui était plutôt sympa avec ce titre-là. Il est assez différent de ce qu'on peut lire habituellement en young adulte, dans ce sens que vous avez vraiment un parti pris qui est radical. Il y a vraiment cette forme, comme je vous disais, c'est très rare d'avoir une atmosphère comme celle-ci dans un ouvrage young adulte. Atmosphère... mais qui va plus s'apparenter à quelque chose de gothique ou de fantastique, mais fantastique au sens classique 19e. C'est très étonnant et je trouve que c'est pour cette raison, enfin en tout cas c'est pour cette raison que moi j'ai trouvé cette lecture assez sympathique, comme je vous dis, différente de ce qu'on est habitué à côtoyer en young adulte et c'est voilà, c'est pour cette raison que j'ai bien aimé cette lecture, que je vous recommande si vous aimez ces univers-là, même dans un registre plus adulte. Voilà, c'est intéressant quand même. C'est traité différemment, c'est beaucoup plus abordable, mais c'est intéressant quand même. Ensuite, je continue avec Jessie de Stephen King, que j'ai terminé, mais alors que j'ai mis du temps à terminer, mais du temps. Et ce n'était pas faute de trouver l'ouvrage intéressant et d'être déjà très intéressée par l'histoire de Jessie, puisque j'avais vu le film avant de lire le livre. Et alors cette histoire de cette femme qui se retrouve attachée à un lit avec son mari qui donc fait une crise cardiaque, enfin qu'elle tue malencontreusement, elle le tue, oui, enfin si, il y a un accident et il meurt, donc oui, elle le tue. L'ouvrage va faire 400 pages, donc 400 pages de huis clos, dans lequel vous allez vraiment suivre les déambulations de la pensée de Jessie. Donc ça c'est à l'initiale, lorsqu'elle n'a pas encore tout à fait perdu pied avec la réalité. Puis petit à petit vont venir se greffer des éléments qui vont être très étranges, vraiment très étranges, qui vont être un mélange de ses traumatismes enfants, puisqu'elle a eu une relation très particulière avec son père qui est décrite en détail, qui est extrêmement dérangeante, hein. Je vous le dis tout de suite, vraiment, si vous êtes dérangé par ces thématiques-là, Jessie aborde en détail les questions d'abus sexuels, que ce soit incestueux ou pas, que ce soit de la pédophilie ou pas, parce que même dans la scène initiale qu'elle partage avec son mari, Jessie dit ouvertement qu'elle refuse la relation sexuelle avec son mari, qui lui prend ça pour un jeu parce que ça l'arrange bien. Donc c'est explicitement dit par Stephen King, donc il y a vraiment une prise de position de l'auteur. Et cette héroïne, elle est vraiment sujette à être constamment harcelée, agressée, c'est terrible, elle incarne vraiment en ça la notion de viol conjugal, la notion d'inceste, Enfin, c'est terrible, la vie de Jessie, elle est vraiment terrible. Et s'ajoute à ça, et ça c'est quelque chose que Stephen King fait toujours très bien, je pense que c'est l'un des rares auteurs à parvenir à faire ça, sans tomber dans la surenchère. Il y a quelque chose qui va apparaître en plus dans cette histoire, donc dans l'histoire de cette femme qui se retrouve simplement attachée à son lit par des menottes, enfin à un lit par des menottes, donc lit qui se trouve dans la maison de campagne qu'elle a avec son mari au bord d'un lac. Le mari va donc mourir, comme je vous le disais, elle se retrouve toute seule. Il y a des scènes ignobles qui sont très décrites. Donc il y a quand même beaucoup de sang et de descriptions de choses très crues. Et puis il y a des choses qui sont plus sous-jacentes, et en fait qui sont beaucoup plus monstrueuses que ce qui se passe directement dans le livre. J'ai pas envie de vous spoiler, donc ça m'embête un petit peu, mais disons que les parties très descriptives dans lesquelles vous avez vraiment les craquements des os, le sang, ce n'est pas ce qui va être le plus dérangeant dans Jessie. Et pourtant, il y en a des passages comme ça. Et vraiment, ils sont décrits avec beaucoup de minutie par Stephen King. Je veux dire, il nous épargne rien. Mais la dimension psychologique, torture psychologique et traumatique de Jessie est tellement étendue que je trouve les scènes gore, simplement gore, n'ont pas de portée comparativement au reste, enfin ont moins de portée comparativement au reste. Donc Stephen King est très fort pour faire ça. Et comme je vous le disais, donc il y a quelque chose qui pourrait faire basculer ce récit dans un récit de surenchère absolue et qui fonctionne trop bien. Et je peux pas vous donner cet élément parce que c'est un peu l'élément clé du récit, mais il y a un personnage un petit peu étrange, inconnu, on sait pas trop si Jessie l'invente ou pas. Enfin, en tout cas, on se pose la question pendant une bonne partie du roman, mais je vais pas vous en dire plus. Et ça aurait pu être de la surenchère, ça aurait pu être grossier même.
Et c'est super bien fait, quoi. Et c'est toujours ça avec Stephen King. Cette capacité à jongler avec des choses qui sont complètement différentes, à les traiter avec la même force, la même intensité, tout en appuyant particulièrement sur ce sur quoi il va appuyer. Enfin, pour moi, Stephen King, c'est vraiment un génie de la littérature en ce sens-là. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez, on le dit pas assez, on décrit beaucoup cette littérature-là parce qu'on la classe dans la littérature horrifique et qu'on part du principe que nécessairement ça ne peut pas être aussi dense, aussi intelligent qu'une littérature plus noble. Mais franchement, c'est vraiment très mal connaître Stephen King et très mal connaître son potentiel, que ce soit son imagination, sa capacité à décrire les choses. Bref, pour moi, c'est vraiment un auteur parfaitement accompli et il le prouve très bien dans Jessie comme dans beaucoup, beaucoup d'autres titres. Ensuite, je terminerai avec un ouvrage un petit peu particulier, une chose dont je vous ai jamais parlé sur la chaîne, mais qui est importante aussi. Je vais parler d'une relecture, Lettre d'une inconnue de Stefan Zweig, parce que j'ai eu la chance de recevoir de la part des éditions Magnard cette formidable, magnifique édition illustrée de ce titre. Lettre d'une inconnue, je vous en ai parlé il y a peu. J'ai dû vous en parler en début d'année dernière, puisque j'ai découvert ce titre en voiture, sur un trajet, sur un aller-retour à Montpellier. Et ce livre de Zweig, il est très puissant parce qu'il va parler d'une femme qui met complètement son existence entre parenthèses parce qu'elle est passionnée par un homme qui ignore même son existence alors que pourtant elle va surgir à de multiples moments dans sa vie. Et cette lettre, ce livre, qui est donc une très longue lettre, c'est l'histoire de la vie de cette femme qui a vécu dans l'ombre de cet homme, dans l'ombre de la passion, du culte, de l'admiration qu'elle lui vouait, qui s'est laissée ronger complètement par ces sentiments-là et qui va bientôt, voilà, qui arrive, on va dire, à la fin de sa vie. Et c'est horrible parce que cette femme, elle rencontre cet homme alors qu'elle est enfant, donc on sait que dès son enfance, elle va avoir cette vision mystique de cet homme qui ne pourra jamais... Ce qui est horrible, c'est qu'elle n'aura jamais la place qu'elle souhaite avoir dans la vie de cet homme et qu'elle se demande elle-même si c'est véritablement ce qu'elle voudrait, si elle serait satisfaite de ça, si elle n'a pas finalement complètement idéalisé et mystifié la relation qu'elle aurait pu créer avec cet homme. C'est très intelligent, c'est très beau. De toute façon, quand je vous parle de Zweig, maintenant, je vous parle même plus de la plume parce que aucun livre n'est pas parfaitement écrit. Ils sont tous formidables, c'est très très beau. Je vous parlais là dans un dernier point de lecture de Yourcenar, mais je serais très curieuse de lire Zweig en allemand parce que j'aimerais bien voir ce que ça donne. Malheureusement, mon niveau d'allemand ne me le permet clairement pas aujourd'hui. Mais je suis persuadée qu'il rejoint ces auteurs comme Yourcenar, comme Flaubert qui ont ce don vraiment... alors c'est un don qui se travaille, évidemment, mais qui ont cette capacité folle à trouver le mot juste, au moment juste, dans la phrase juste. Je trouve ça incroyable. Il y a vraiment... Pour moi, c'est des auteurs de génie, de talent, de génie, qui ont vraiment une capacité à... Bien au-delà. Alors, pour moi, Zweig a en plus cette force de réussir à la fois à raconter des histoires et en plus... de les raconter avec le mot parfait. Donc voilà, Zweig pour moi c'est l'accomplissement absolu. C'est un accomplissement absolu. Mais pour moi il rejoint vraiment Yourcenar, Flaubert et ces auteurs qui ont cette capacité à choisir les mots justes partout et à créer du beau, du beau, du merveilleux à partir de phrases qui parfois sont simples, sont banales dans leur façon d'être rédigées, mais qui vont simplement être positionnés au bon endroit, au bon moment, et qui, je sais pas, parfois vont employer un terme seul, unique, qui va faire ressentir, penser, imaginer tout un tas de choses, et qui vont donner, en fait, qui vont construire un petit peu le monument que va être l'œuvre, parce que chez Zweig, je trouve que tout est monument. Je pense qu'il n'y a pas un titre de Zweig que je jette un coup d'œil, mais il n'y a pas un titre de Zweig qui n'est pas un monument, je trouve. Ils méritent tous d'être lus, ils sont tous incroyables. Et franchement, et à la relecture, c'est d'autant plus frappant qu'on peut s'attarder sur
sur le détail qu'on ne voit pas forcément à la première lecture. Voilà. Je suis désolée, c'est peut-être un petit peu confus. Bon, après, je pense que vous êtes habitués sur la chaîne. Mes points lecture ont tendance à être très peu exigeants parce que j'essaie à la fois de vous faire part de mon expérience de lectrice et en même temps, parfois, je suis démunie face à des auteurs comme ça qui ont cette force, cette intelligence et réduire ça à un avis, une chronique, c'est très compliqué comme exercice et c'est quelque chose que je réussis fort mal, voilà. J'espère toutefois vous donner envie de les lire parce que pour le coup, si vous n'avez pas encore découvert Zweig, faites-le, vraiment faites-le, vous n'allez pas le regretter. Le dernier ouvrage dont je vous parle, c'est un ouvrage, donc c'est d'Adania Chibli, qui est une autrice palestinienne, et c'est un détail mineur. Je l'ai donc lu dans le cadre de l'hiver palestinien organisé par Antastasia. Et cet ouvrage, donc, je l'ai vu pas mal passer sur Instagram notamment, et j'étais très curieuse parce que je trouve qu'il repose sur quelque chose, sur une mécanique qui est surprenante, audacieuse et qui est particulièrement intelligente pour aborder le sujet que l'autrice veut aborder. Donc ici, on va suivre... ce qu'on va faire, c'est que je vais vous lire la 4e de couverture et ensuite je reviendrai pour vous dire un petit peu ce que j'ai pensé et vous parler de ce ressort que je trouve très intéressant qui a été employé par l'autrice pour parler de la thématique qu'elle voulait aborder. Alors attendez 2 secondes, il ne s'arrête pas, non, mon verre, stop. Donc je reviendrai plus en détail sur ce point que je mentionnais là. C'est l'anarchie, je viens juste de commencer et c'est l'anarchie. Donc en 2003, un quotidien israélien, Haaretz, révèle qu'en août 1949, des soldats ont kidnappé, violé collectivement puis tué et enterré une jeune bédouine de Negev. Un crime qui s'inscrit dans la lignée des massacres commis à cette époque, charnière pour terrifier ceux qui restaient des habitants de cette zone désertique. 70 ans plus tard, Adania Chibli s'empare de cet incident dans un récit qui s'articule en 2 temps, nettement marqués. La première moitié relate le déroulement du crime avec une objectivité quasi chirurgicale. Alors j'allais vous en parler, mais effectivement, le roman est divisé en 2 parties. La première partie, c'est véritablement l'article, le résumé de l'article. Vous suivez un commandant de l'armée israélienne qui va donc attraper cette jeune bédouine après avoir tué sa communauté et la faire vivre l'enfer dans un camp dans lequel ils sont. Donc ils sont plusieurs hommes de l'armée israélienne. Et cet officier, il va rester anonyme, ce qui est intéressant parce que finalement, il pourrait être n'importe quel officier. Et on va avoir des détails qui sont vraiment insoutenables. C'est vraiment un livre qui est difficile à lire dans ses 2 moitiés et pas pour les mêmes raisons. La première moitié, elle va vraiment être horrible dans le sens où elle ne nous épargne rien. Les détails sont très très nombreux et la plume est méticuleuse et chirurgicale. Le mot est très très bien choisi en 4e. Je ne vois pas pourquoi je m'embêterais à en trouver un autre puisque véritablement c'est le cas. Donc on nous épargne rien. Et cette première partie, elle est dure. Elle est vraiment très dure. Elle est dure pour le lecteur parce qu'il côtoie une réalité qui est difficile. Mais elle est aussi dure parce que le style est très franc et très net. Et je ne sais pas comment exprimer ça plus clairement. Mais je dirais que la simplicité de la plume rend la chose plus insoutenable encore car elle la rend plus réelle. On ne se cache pas derrière la poésie, derrière le lyrisme, derrière une quelconque forme d'exigence esthétique dans le style. On a simplement les événements qui sont décrits, qui sont déployés, qui sont abordés par l'autrice de façon claire. Voilà, très clair et sans exigence de style. On n'est pas dans la littérature, on est bien plus dans, je dirais, du relatement de faits, donc dans un essai presque journalistique. Donc ça c'est pour la première partie. Donc pour cette première partie, on nous dit ensuite que effectivement la première partie met en scène 2 personnages principaux, l'officier israélien dont je vous parlais, qui a des gros problèmes avec l'hygiène. Et c'est vrai, et c'est assez surprenant d'ailleurs parce que ce rapprochement avec l'hygiène, il va être assez... Enfin, je vous en dis pas beaucoup plus, mais il y a des scènes qui sont très très bien décrites aussi de l'expérience que l'homme fait de son propre corps, qui sont très dérangeantes aussi, et qui l'humanisent complètement et qui rendent ses faits d'autant plus monstrueux. Donc on va avoir d'un côté cet homme-là et donc sa victime.
qui comme lui ne sera jamais nommé. La seconde partie du récit, elle est donc narrée à la première personne sur un ton très subjectif et ironique par une Palestinienne d'aujourd'hui obsédée par un détail mineur, donc d'où le titre de l'ouvrage, de l'incident, le fait qu'il se soit produit 25 ans jour pour jour avant sa naissance. Bravant les obstacles imposés par l'occupant, elle parvient à se rendre dans le Negev dans l'espoir d'exhumer le récit occulté de la victime, mais la détective en herbe ne tardera pas à tourner en rond. Longuement mûri, ce roman décapant dénonce en peu de pages, au-delà du contexte israélo-palestinien, le viol comme banale arme de guerre et aborde subtilement le jeu de la mémoire et de l'oubli. Donc le ressort narratif dont je vous parlais et que je trouve extrêmement intéressant, c'est le fait que la protagoniste qu'on va trouver dans la seconde partie de ce livre et qui écrira donc à la première personne, elle va se passionner pour cette histoire et vouloir absolument enquêter et connaître l'histoire de cette jeune bédouine qui est morte parce qu'elle est morte, parce que ce viol, ce crime ont eu lieu le 25 ans jour pour jour, donc avant sa naissance. Et c'est assez fascinant de voir comme un tout petit élément comme celui-là va germer dans l'esprit de cette femme qui va enquêter. Et elle va vraiment braver tous les dangers. Alors c'est une occasion bien sûr pour le lecteur de découvrir des choses qui sont le quotidien des Palestiniens et qui sont très difficiles, notamment la difficulté de cette jeune femme à se rendre donc dans la région dans laquelle se sont déroulés les faits, 25 ans plus tôt, et d'enquêter dessus, puisqu'en tant que Palestinienne, il y a un certain nombre de choses auxquelles elle n'a pas le droit, et d'ailleurs, durant toute son enquête, elle va devoir cacher ses origines, ou alors se faire passer pour une personne qui vient pour travailler sur des sujets qui sont bien différents de ceux qu'elle souhaite aborder. Donc c'est brillant dans le sens où vous avez il y a vraiment une dénonciation de l'oppression et de l'occupant israélien dans ce texte-là, c'est indéniable. Et il y a aussi donc ce qui était dit en quatrième, je trouve que la quatrième est très bien, cette question de la banalisation du viol qui est terrible, de la banalisation du traitement des femmes en temps de guerre. Et donc il y a ces deux choses qui se superposent, et donc en cela, évidemment, ne vous attendez pas à un récit réjouissant, ce n'est pas le cas. Il n'y a aucun moment qui est réjouissant dans ce texte. Mais par contre, il est nécessaire, il est très intéressant, il se lit extrêmement vite, il est demandant parce qu'encore une fois, il est dur, il est difficile, et qu'évidemment, ce n'est pas une lecture dont vous sortez indemne, mais je pense que ce n'est pas pour autant qu'il faut en éviter la lecture, bien au contraire. Je trouve que c'est très intéressant, très bien écrit, et je pense que je me pencherai rapidement sur un autre ouvrage de l'autrice qui s'appelle donc Nous sommes tous à égale distance de l'amour, qui est paru en 2014 chez Actes Sud également. Je vous le recommande pour tout ce qui représente cet ouvrage en fait, pour tout ce qu'il dénonce, pour tout ce qu'il représente, pour l'importance qu'il a aujourd'hui dans le contexte actuel, pour l'importance qu'il aurait eu hier dans le contexte également. Il est très très bien, voilà. Il est très bien, il est nécessaire, encore une fois, il est complètement différent de ce que je vous ai présenté jusque-là. C'est également très difficile d'en parler parce que, pour des raisons différentes, mais c'est toujours très difficile de vous parler, encore une fois, de lectures qui sont aussi prégnantes. C'est des lectures qui vont vraiment venir occuper vos pensées, vos réflexions, votre vie pendant un moment, quoi. Moi, je me suis toujours pas détachée de cette lecture et pourtant, je l'ai effectuée déjà il y a un petit mois. Vraiment, je vous invite à le découvrir. C'est bref. Intéressez-vous à cette thématique, intéressez-vous à cette question. Je pense que la plupart des personnes qui sont sur cette chaîne, vous lisez déjà, je vous parle souvent de récits de femmes, je vous parle souvent de récits de viol, je vous parle souvent de récits d'abus, donc déjà il y a toute cette dimension-là que vous allez retrouver. Vous allez aussi retrouver la question de la guerre, la question du conflit israélo-palestinien. Il va y avoir tout ça dans ce livre, c'est très riche, et c'est 115 pages. Faites la découverte d'Anaya Shibli parce que c'est bien écrit, c'est brillant et c'est nécessaire surtout. J'espère que cet avis lecture vous aura plu. Alors comme vous avez pu le voir, il y a des lectures qui sont très diverses. Une fois de plus, si vous avez lu certains de ces titres, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je suis désolée pour mon manque de clarté, je vois que c'est un problème récurrent dans mes avis lecture, mais en même temps, il est une fois de plus très difficile de ne pas être confus, de ne pas être réducteur dans l'expérience qu'on a pu faire d'un livre. Lorsque ce livre nous a vraiment fait ressentir quelque chose, j'arrive à passer de façon très brève et parfois de façon très franche sur des ouvrages qui m'ont déplu, qui m'ont franchement déplu ou qui ont été franchement moyens.
C'est nettement plus difficile quand l'expérience de lecture que j'ai faite s'apparente à quelque chose d'un petit peu transcendant, d'un petit peu mystique, d'une expérience esthétique ou alors d'une expérience qui va remettre en question beaucoup de choses que je pouvais penser jusque-là. Indy a fait tomber les livres, pardon. Bref, voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée en tout cas, ou une très bonne journée. Et n'hésitez pas voilà, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces livres, si vous les avez lus, s'il y en a qui vous tentent, si je vous ai donné envie d'en lire certains. Je serais vraiment ravie d'en discuter avec vous comme d'habitude. Et je vous dis à bientôt.